Bien, je vous proposerai volontiers de reprendre nos travaux ce matin. Bonjour à tous et toutes tout d'abord. Hier, au fond, si je devais essayer de résumer en quelques secondes la journée d'hier, j'essaierai peut-être de mettre en évidence un schéma, un carré en définitive, avec 4 angles. L'angle des normes professionnelles, l'angle des normes juridiques, l'angle des normes morales et l'angle des normes techniques. Et à bien y regarder, si l'on reprend les communications d'hier, vous verrez que aussi bien les normes propres à la technique médicale ou à la technique statistique, que les normes de pratique professionnelle, que les normes juridiques et que les normes morales se sont entrecroisées, et c'est déjà tout l'intérêt de la question qui a été la dominante, on va dire, de la journée d'hier et qui sera encore le fil rouge de la journée d'aujourd'hui. Mais ce carré a un contenu, et alors si l'on se penche maintenant sur le contenu de ce carré, on verrait apparaître une multitude de petites indications, une multitude de petites notions qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent, qui se percutent, de toutes les couleurs, de toutes les options. Et l'on s'aperçoit bien que l'on ne comprend comment tout cela fonctionne que si l'on met quelques distances avec le carré. Donc, et si l'on met quelques distances avec le carré, on commence à voir poindre dans cet ensemble un certain nombre de notions fondamentales, un certain nombre de questionnements fondamentaux qui irriguent la pratique, à la fois des juristes et à la fois des médecins du travail, et à la fois des praticiens, quand je dis des médecins du travail, des praticiens de la santé au travail dans l'entreprise, donc qui irriguent toutes ces pratiques, et on commence à percevoir un certain nombre de petites tendances, je crois que chacun d'entre vous peut en faire l'expérience, qui se dégage. Et la journée d'aujourd'hui, en fait, va nous amener peut-être à précipiter un peu les choses. Et je poursuis sur une image. Maintenant, je vous ai parlé des angles du carré, je vous ai parlé de la surface du carré, et maintenant, je vais passer au cube. Et le cube a un volume. Dans ce volume, il y a tous les éléments que je viens d'indiquer, ces petites interrogations, ces petites réflexions qui nous sont venues aux uns et aux autres dans les discussions, dans les communications, au café, le soir, le matin, etc., lors du repas. Et maintenant, nous allons peut-être, pour essayer d'y voir un tout petit peu plus clair, opérer ce qu'on appelle un précipité, c'est-à-dire que nous allons déposer dans ce cube, où il y a ce volume-là, quelques gouttes de quelque chose, quelques gouttes d'un débat ce matin, pour essayer de continuer à révéler précisément ce qui est sous-jacent ce qui était sous-jacent des discussions d'hier. Voilà. Pour ce faire, ce matin, dans la première séquence de la matinée, nous allons d'abord écouter, elle nous l'avait annoncé hier à Anne-Marie Laflamme, sur les limites, les conséquences d'un mensonge sur l'état de santé, mensonge sur l'état de santé à l'employeur, mensonge sur l'état de santé au médecin, elle nous dira ça plus précisément. Et puis, dans la continuité, nous aurons, dans la grande tradition des universités, au fond, une disputatio, comme on appelle ça, c'est-à-dire une mise en perspective d'arguments contraires, d'arguments contradictoires, autour du secret, du mensonge et du rapport entre le secret et le mensonge et les obligations de sécurité et de loyauté, et notamment les obligations de sécurité et de loyauté du salarié, pas seulement, mais notamment. Et au fond, en faisant ça, nous allons renouer, je le disais à l'instant, avec quelque chose qui est absolument central dans le droit, c'est-à-dire la contradiction. L'idée qu'une idée nouvelle ne naît que du débat entre idées plus anciennes ou autres qui entrent, qui viennent se percuter. Et c'est un peu l'objectif de ce premier temps de la matinée. Dans le deuxième temps de la matinée, nous poursuivrons notre travail de, entre guillemets, précipité,
puisque nous nous interrogerons plus avant sur ce qui est convenu d'appeler la sacralisation de la vie privée au travail, c'est-à-dire sur, au fond, où s'arrête, où commence la vie de travail, où s'arrête la vie privée, avec Thomas Morgenroth. Et puis, on s'interrogera, évidemment, difficile de faire autrement dans un sujet tel que le nôtre, sur l'obligation de sécurité de résultat et ce que Emmanuelle Wurst nous présentera comme étant une sorte d'injonction paradoxale en la matière. Elle nous livrera sur ce point ses réflexions de praticienne juge, on va le dire comme ça, du droit du travail. Voilà donc le programme de la matinée, fort alléchant, très dynamique. Et j'en ai terminé pour ma part. Je serai simplement, comme on m'a dit gentiment à l'instant, le père Fouras de la matinée, c'est-à-dire que je serai comptable du temps. Je dois ça à mes cheveux blancs, on va le dire comme ça, en tout cas à la table ici. Et je nous souhaite à tous une bonne matinée de discussion. Il y aura, comme hier, à chaque séquence, un temps pour les questions et les prises de position, parce que je pense qu'il y a certes des questions de précision, mais il y a aussi, là on va rentrer dans le débat proprement parlé, au-delà des questions, des prises de position à avoir, et c'est de ces prises de position que nous pourrons peut-être, à la fin de la journée, dégager, sinon des solutions, au moins des pistes pour poursuivre la réflexion et l'affiner. Voilà. Je passe immédiatement la parole à Anne-Marie, si tu veux bien, pour nous donner enfin, nous sommes quelques-uns à avoir très mal dormi cette nuit, puisque tu nous as annoncé que nous aurions ce matin la réponse à la question qui nous taraudait hier. Enfin, nous allons pouvoir, après t'avoir écouté, nous reposer. Je ne suis pas certaine, par contre, que vous allez mieux dormir cette nuit. Je vous l'annonce tout de suite. Mais bon, au moins, vous aurez la conscience de connaître l'état des choses. Alors, dans un petit peu. OK, voilà. J'y arrive. Voilà. Alors, d'abord, je dois dire que je me trouve bien choyée d'avoir le privilège de m'adresser à vous une deuxième fois ce matin. Je remercie le professeur Verquin pour cette introduction. Je remercie encore une fois les organisateurs et ma collègue Sophie pour cette gentille et très appréciée invitation à venir vous voir. Lorsque nous nous sommes laissés hier, je vous avais fait part des règles entourant la collecte des informations relatives à l'état de santé du candidat dans le cadre du processus d'embauche. Vous avez compris que malgré la protection pourtant très affirmée du droit québécois en matière de discrimination fondée sur l'état de santé, l'employeur jouit d'une grande marge de manœuvre, beaucoup plus grande finalement que celle de l'employeur français, selon ma compréhension, dans la sélection des candidats, cela va de soi. En effet, dans la mesure où le poste convoité requiert des aptitudes ou des qualités physiques ou psychologiques particulières, l'employeur est en droit chez nous de questionner lui-même le postulant en ce qui a trait à son état de santé et il peut également choisir d'avoir recours à un examen médical. Et tout ceci avant même d'avoir procédé à une offre conditionnelle d'embauche. Alors évidemment, tout cela lui donne une marge de manœuvre importante. Puisque l'employeur n'est pas tenu de justifier son choix auprès du salarié, il peut s'avérer extrêmement difficile pour le candidat de démontrer que son état de santé a influencé la décision de ne pas retenir sa candidature. C'est pourquoi le postulant est placé devant le dilemme suivant. Ou bien il dit la vérité, au risque de se voir évincé, ni plus ni moins, du processus d'embauche, dans la mesure, évidemment, où il a un dossier médical qui peut être compromettant ou dans la mesure où il présente des limitations, lesquelles ne sont pas nécessairement importantes, mais est-ce que l'employeur qui a le choix entre un candidat en pleine santé et un candidat qui pourrait nécessiter des accommodements au travail ne sera pas tenté, avec la marge de manœuvre qu'il détient à ce stade du processus, de choisir le candidat en parfaite santé? Ou bien le candidat prend le risque du mensonge et il prie le ciel pour que le poteau rose ne soit pas découvert.
Pourquoi? Parce qu'au Québec, le mensonge peut entraîner, même s'il est découvert plusieurs années après les faits, la rupture du lien d'emploi. Et c'est l'objet de ma présentation de ce matin. Et comme nous sommes sur le mensonge et pour faire mentir ceux qui affirment que les juristes présentent toujours un plan en 2 parties, ma présentation n'aura pas ni 2, ni même 4 parties, mais bien 5 parties différentes, lesquelles, je vous rassure, seront par contre très succinctes. Alors, j'examinerai d'abord... Ah, j'ai été un peu rapidement. Je reviens. Alors, j'examinerai d'abord les obligations contractuelles du postulant, pour ensuite regarder brièvement les droits fondamentaux du postulant. Alors, évidemment, les obligations contractuelles doivent en principe être interprétées, être modulées en fonction des droits fondamentaux. Je vous ferai état de la position d'un jugement donc très important rendu par notre Cour d'appel du Québec, qui est la plus haute cour de la province, en matière de fausses déclarations à l'embauche. Puis, je traiterai de la jurisprudence récente, donc postérieure à cet arrêt de la Cour d'appel, pour finalement jeter un regard sur les pratiques des employeurs québécois. Alors, les fausses déclarations du postulant lors de l'embauche peuvent entraîner la rupture du lien d'emploi de 2 manières différentes. Il peut s'agir soit d'un congédiement administratif pour vice de consentement, et le contrat de travail est alors considéré nul ab initio puisque l'employeur a contracté sur la base d'une condition essentielle au contrat de travail qui s'est avérée fausse. Sous le deuxième angle, la fausse déclaration peut également entraîner le congédiement sous l'angle de la faute grave. Alors, ce manquement, donc, du salarié à son obligation de loyauté, à son obligation de bonne foi, qui fait en sorte que l'employeur serait en droit de procéder à la rupture du lien d'emploi, ce lien de confiance absolument nécessaire à la relation employeur-employé étant rompu. Alors, quelles sont les conséquences de choisir l'une ou l'autre voie? Finalement, dans les 2 cas, la sanction est bel et bien la rupture du lien d'emploi. Si la question est examinée sous l'angle disciplinaire, en principe, l'employeur aurait le tribunal plutôt aurait la possibilité donc de substituer son jugement à celui de l'employeur pour choisir une sanction moins importante, alors que la nullité du contrat de travail engendre nécessairement l'inexistence rétroactive du contrat. Mais de toute façon, dans les quelques cas où la question a été envisagée sous l'angle disciplinaire, la faute a toujours été considérée suffisamment grave pour entraîner la rupture. Et je vous dirais que dans la majorité, la quasi-totalité des cas, c'est vraiment sous l'angle de la nullité du contrat de travail que les tribunaux ont envisagé cette question. Alors, la jurisprudence a établi des critères permettant de déterminer dans quelles circonstances le congédiement du salarié sera justifié. Alors, d'abord, il doit y avoir évidemment relation entre la fausse déclaration et les fonctions du poste convoité. Il doit y avoir une forme de caractère volontaire du mensonge. Et finalement, la fausse déclaration doit avoir eu un effet, la considération qui faisait l'objet de la fausse déclaration doit avoir eu un effet sur la décision d'embaucher. Alors, ce sont ces critères que la jurisprudence analyse, mais encore une fois, à la limite, le caractère volontaire ne serait même pas obligatoire, puisque considération essentielle qui n'est plus présente, effet sur la décision d'embaucher pourrait être parfaitement suffisant pour justifier la rupture du lien d'emploi. Mais dans la majorité des cas, évidemment, le caractère volontaire de la déclaration confortera le décideur dans sa décision que le lien d'emploi doit être rompu. Alors, les tribunaux reconnaissent évidemment que cette approche civiliste doit être modulée en tenant compte des droits fondamentaux du postulant. La législation en matière de droits de la personne doit être prise en compte en raison de son caractère fondamental qui lui assure une suprématie de principe sur les lois ordinaires. Ainsi, le droit de l'employeur de recueillir des renseignements du postulant ne doit pas porter atteinte à la vie privée et à l'égalité, et c'est pourquoi la Charte, à l'article 18.2,
prévoit que nul ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue relative à un emploi, requérir d'une personne des renseignements, et là, évidemment, se trouve dans notre charte la panoplie de tous les motifs de discrimination, incluant la religion, la race, le sexe, etc., et évidemment le handicap, qui fut interprété très largement chez nous pour couvrir à toute fin utile toute affection ou toute question relative à l'état de santé, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit simplement perçue. Mais lisons l'article jusqu'au bout. L'exception, c'est si ces renseignements sont utiles à l'application de la défense d'exigences professionnelles justifiées. Alors, comme je l'ai expliqué hier, l'employeur, en principe, ne peut pas discriminer le candidat en fonction de son état de santé, mais il existe un moyen de défense qui lui permet d'exercer une telle discrimination lorsque cette discrimination est justifiée par les aptitudes ou qualités requises par l'emploi. Et sous ces mêmes conditions, il peut donc, évidemment, questionner le postulant sur des considérations qui lui sont utiles à l'appréciation de ses qualités ou exigences requises. Tout en étant conscient qu'en présence de limitation de l'état de santé, l'employeur devrait évidemment appliquer son obligation d'accommodement raisonnable. Ainsi, la Charte interdit les questions discriminatoires qui ne sont pas nécessaires afin de vérifier si le candidat possède les aptitudes ou qualités requises. Et en principe, le candidat ne devrait pas être tenu de répondre à une question discriminatoire. Il s'agit là, du moins, d'une application du principe mis de l'avant par Constant et dont le professeur Verquin nous entretenait hier, selon lequel un devoir de dire la vérité n'existerait qu'en présence d'un droit réciproque à la vérité. Et on pourrait ajouter que s'agissant de choisir les valeurs morales à privilégier en l'espèce, la protection des droits fondamentaux devrait figurer dans le haut de la pyramide, évidemment. Alors, avant 1992, jugement de la Cour d'appel, certains arbitres de grief avaient adopté cette approche et annulé des congédiements au motif que l'on ne pouvait pas reprocher aux salariés de mentir en réponse à une question discriminatoire. Si l'employeur n'est pas en droit de poser la question, comment peut-on reprocher aux salariés d'y répondre faussement? Toutefois, la Cour d'appel du Québec a anéanti cette théorie en 2012 dans un jugement unanime en retenant une approche que je qualifierais plutôt kantienne de la vérité pure. Alors, les faits de ce jugement, il s'agissait d'un infirmier, en l'espèce, qui avait posé sa candidature dans un centre hospitalier et qui avait omis de déclarer ses antécédents médicaux dans le cadre d'un questionnaire de préembauche administré par l'employeur à l'égard de tous ses candidats. Et vous verrez que c'est pratique assez courante dans le réseau de la santé et des services sociaux chez nous. Le mensonge fut découvert 1 an et demi plus tard dans le cadre d'une investigation médicale qui avait débuté par une chirurgie mineure, mais dans le cadre de laquelle on avait décelé des troubles de l'humeur qui avaient amené le médecin dans le cadre de l'investigation médicale parce que les hôpitaux chez nous font de l'auto-assurance, sont donc leurs propres assureurs lorsque le salarié est en invalidité. Et donc, dans le cadre de l'investigation médicale visant à vérifier si les prestations devaient être versées et poursuivies, le médecin avait jugé bon de faire venir le dossier antérieur du candidat et il avait alors découvert certaines informations. Alors, voyons d'abord ensemble quelles étaient les questions qui avaient été posées au candidat dans le cadre de l'entrevue et voici un extrait du questionnaire. Alors, le questionnaire avait une 60aine de questions. Alors, l'extrait est pertinent parce que vous verrez qu'il s'agit en l'espèce de problèmes de santé mentale. Alors, on lui demandait, entre autres, et là, c'est un questionnaire qui s'adresse directement au postulant. Le médecin n'intervient pas à ce stade-là. Alors, on lui demandait, sans limite de temps, êtes-vous ou avez-vous déjà été soigné pour l'une ou l'autre des maladies énumérées ci-dessous ou en avez-vous ressenti les symptômes? Alors, il faut admettre que c'est assez large comme question. Et voyez les différents aspects. Pour une dépression, des troubles d'adaptation, des troubles affectifs bipolaires, et on ajoute ou tout autre problème en santé mentale, pour être bien sûr de couvrir tous les angles et de ne rien oublier.
On lui demandait « Faites-vous usage régulier de médicaments et si oui, lesquels ?» sans aucune précision. « Avez-vous déjà subi des traitements pour régler un problème de dépendance à l'alcool, à des drogues ou au jeu, ou et quand? » Alors, encore une fois, question très large, et les questions sont du même type pour tous les systèmes. Ce sont les questions pertinentes ici, et je le répète parce que ça me semble important, il n'y a aucune limite de temps. Alors, si le candidat a une cinquantaine d'années, il devrait, en principe, pour répondre à ces questions, devoir remonter jusqu'à des problèmes qu'il a subis à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Alors donc, cet infirmier s'absente, comme je l'ai mentionné précédemment, 1 an et demi plus tard, et dans le cadre de cette investigation médicale, on découvre qu'il possède des antécédents psychiatriques. Alors, il a eu des tentatives suicidaires, des problèmes de dépendance aux jeux, aux médicaments et à l'alcool, et l'employeur soutient que les renseignements étaient pertinents à l'emploi et qu'il n'aurait pas engagé le candidat s'il avait su la vérité, étant entendu que, vous l'avez constaté, le candidat a répondu non à toutes et chacune des questions qui lui étaient posées précédemment. Il n'y a pas lieu d'en discuter, clairement un mensonge aux questions, en réponse aux questions qui étaient posées. Alors, la Cour reconnaît fort bien que le questionnaire ratissait large pour employer ses propos et n'était pas conçu uniquement pour obtenir des renseignements liés aux exigences professionnelles justifiées. Alors, on reconnaît en quelque sorte que le questionnaire médical était discriminatoire. La Cour ajoute même que le candidat aurait pu demander certains redressements en vertu de la Charte. Par exemple, il aurait pu porter plainte à la Commission des droits de la personne, disant que le questionnaire était discriminatoire, une belle manière d'être certain de ne pas être engagé ni là ni ailleurs, probablement. La Cour reconnaît même que l'employeur aurait dû, connaissant les limitations, offrir un accommodement aux salariés. Peut-être que des mesures de surveillance médicale auraient pu lui permettre de travailler de manière à prévenir toute rechute éventuelle. Mais la Cour nous annonce que là n'est pas la question en l'espèce. Alors la Cour écrit ceci. Ce n'est pas dire pour autant qu'à partir du moment où certaines questions n'auraient pas dû être posées, il n'est plus possible de poser aux salariés des déclarations fausses portant sur des informations que l'employeur était en droit de connaître pour assumer ses responsabilités et prendre la décision d'embaucher qu'il croyait la meilleure dans les circonstances. Il faut dire en l'espèce, et ça vous aidera peut-être à comprendre la position de la Cour, que le candidat possédait un dossier chargé. Alors, on a parlé tout à l'heure de tentatives suicidaires, de problèmes de dépendance de jeu et d'alcool, mais évidemment, les tentatives suicidaires avaient été à une reprise par intoxication médicamenteuse. Le candidat s'était déjà jeté dans un fossé, avait été retrouvé par un passant en hypothermie. Il s'était jeté d'un 2e étage. Il avait marché sur les glaces du fleuve Saint-Laurent. Et pour quelqu'un qui est allé à Québec, vous savez fort bien que marcher sur les glaces du Saint-Laurent s'avère un exercice extrêmement périlleux qui peut, oui, causer la mort à coup sûr. Et il avait déjà planifié de s'intoxiquer au monoxyde de carbone dans sa voiture, étant empêché de commettre ce geste par les forces policières. Bref, il est évident que la Cour a certainement été influencée par ce dossier chargé lorsqu'elle a rendu cette décision. Mais il n'en demeure pas moins que les principes émis sont extrêmement dangereux. La Cour ajoute bien quelques nuances du type « Je conviens qu'une fausse déclaration ne peut être déterminante si l'omission porte sur un élément que l'employeur n'aurait pas eu le droit de considérer selon l'article 18.1 de la Charte ou sur un élément insignifiant qui n'a pas déterminé le consentement. » Alors en fait ici, la Cour s'attarde bien davantage à la nature de l'information qui a été cachée plutôt qu'à la légalité de la question posée. Et c'est là la tristesse, si je peux dire, de cette décision qui nous amène à un principe qui peut peut-être se justifier au regard des faits de l'espèce, mais qui devient un principe qui risque de nuire beaucoup à la défense des personnes handicapées, à la recherche d'un emploi. Comme le dit l'adage populaire, avec des mauvais faits, il était bien difficile ici de faire du bon droit.
Donc, la Cour d'appel confirme le congédiement malgré l'utilisation d'un questionnaire discriminatoire. Elle cautionne donc ainsi l'utilisation d'un questionnaire complètement illégal, au détriment des droits fondamentaux du salarié, alors que les droits fondamentaux devraient avoir préséance, je le dis encore, sur les règles du contrat de travail qui découlent des lois ordinaires. Évidemment, une décision en sens contraire aurait envoyé un signal clair aux employeurs qu'ils doivent être vigilants et prudents dans leur questionnaire de pré-emploi et que les questions qu'ils posent doivent se limiter à ce qui est directement relié aux fonctions du poste convoité par le salarié. En cautionnant ici le questionnaire illégal, la Cour d'appel ouvrait la porte à la permission de tels questionnaires, sous réserve peut-être de quelques sanctions qui découleraient de plaintes auprès d'une commission. Mais évidemment, le signal qui a été lancé, c'est que l'utilisation des questionnaires discriminatoires, finalement, causait beaucoup plus de préjudice aux salariés qu'à l'employeur. Et malheureusement, la Cour suprême du Canada a refusé la requête pour permission d'appeler à l'encontre de cette décision. Elle aurait eu le pouvoir de prendre cette décision, d'accepter d'entendre ce dossier, mais comme les 3 juges de la Cour d'appel étaient unanimes, il y avait une embûche additionnelle, il fallait démontrer l'importance de la question, etc., et la Cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir davantage. Que se passe-t-il depuis ce jugement de la Cour d'appel? Bien évidemment, le courant jurisprudentiel selon lequel le mensonge sur une question illégale ne devait pas justifier le congédiement a été anéanti. Les arbitres de grief appliquent depuis cette décision le raisonnement de la Cour d'appel lors de congédiements pour fausses déclarations. Et le seul cas que j'ai répertorié où le congédiement a été cassé, c'est parce qu'il portait sur une question qui n'aurait pas déterminé le consentement de l'employeur, un mensonge relatif à une chirurgie pour un problème orthopédique survenu plus de 20 années auparavant, qui n'avait aucun lien finalement, qui n'entraînait aucune limitation et qui n'avait aucun lien avec le poste convoité. Alors, comme je l'ai mentionné, le fait pour le salarié de démontrer qu'il aurait pu bénéficier d'un accommodement raisonnable n'est même pas pris en compte par les tribunaux administratifs, puisqu'on estime qu'on se situe en amont du processus. Et je vous donne un exemple. Un arbitre de grief écrivait dans une décision récente en 2016 « Ce n'est pas sa condition médicale ni son aptitude à occuper le poste de chauffeur d'autobus qui sont en cause ici, mais le fait d'avoir caché à l'employeur des renseignements qui font en sorte qu'il n'a pas été en mesure de prendre une décision éclairée sur sa candidature, sa fausse déclaration portant sur une considération essentielle à son engagement. » Alors, même si le tribunal reconnaît que le candidat aurait dû être embauché, moyennant un accommodement raisonnable, il dit on n'a pas à se poser cette question puisqu'on est en amont du processus. L'obligation d'accommodement n'est pas entrée en jeu à cette étape. Dans une affaire récente, le tribunal des droits de la personne, alors chez nous, les arbitres de grief sont saisis des litiges qui surviennent en milieu de travail syndiqué. Le tribunal des droits de la personne est un tribunal qui est spécialisé dans les causes de discrimination et auquel s'adressent généralement les salariés en milieu non syndiqué. Il a parfois une tendance à être un peu plus pro-égalité. Alors, le tribunal des droits de la personne a ordonné la réintégration d'une préposée aux bénéficiaires malgré son omission de divulguer qu'elle souffrait de sclérose en plaques. Alors, a priori, on pourrait penser qu'elle a peut-être répudié l'opinion de la Cour d'appel, mais ce n'est pas tout à fait exact. Quand on lit le jugement attentivement, on voit bien que la Cour ne s'est pas du tout écartée de la position de la Cour d'appel, puisqu'elle prend la peine de dire que la candidate, d'une part, ne présentait pas de restrictions l'empêchant d'accomplir son travail au moment de l'entrevue, mais surtout qu'aucune question ne lui avait été posée sur son état de santé. On ne peut donc pas lui reprocher d'avoir menti et à la limite, est-ce qu'on aurait pu lui reprocher de ne pas avoir divulgué une condition sachant qu'il y avait une incompatibilité avec le poste de travail? Peut-être, mais ici, la Cour dit de toute façon, cette condition ne l'empêchait pas d'exécuter son travail. Donc, elle n'a ni menti, ni omis de divulguer une information essentielle en l'espèce. Bref, jusqu'à présent, la jurisprudence, qui est quand même assez récente, tend à mettre en application les paramètres qui ont été retenus par la Cour d'appel. Alors, si je résume, les arbitres de grief et les tribunaux supérieurs se montrent très réticents à cautionner le mensonge.
Le tribunal des droits de la personne reconnaît qu'un candidat peut dissimuler son état de santé, mais en l'absence de questions précises sur le sujet. Le candidat court un risque important s'il répond faussement au questionnaire, même si les questions sont illégales. Partant de là, voyons un peu chez nous quelles sont les pratiques des employeurs. Plusieurs employeurs du secteur public soumettent, comme vous l'avez vu dans le cas du réseau de la santé, les postulants à des questionnaires médicaux exhaustifs applicables à tous les corps d'emploi, en prenant bien soin de préciser que toute fausse déclaration ou omission entraînera le rejet de la candidature. Pour vous donner une idée, en 2011, la Commission des droits de la personne du Québec, organisme chargé de la surveillance du respect des droits fondamentaux, a envoyé une lettre à quelques 220 organismes du réseau de la santé et des services sociaux, leur enjoignant de respecter la charte dans les questionnaires de pré-embauche suite à de nombreuses plaintes qu'elle avait reçues. Je vous donne un exemple maintenant d'un questionnaire utilisé dans le réseau de l'éducation qui avait été mis au jour par un journaliste de la presse en décembre de l'année dernière, en décembre 2015. Alors, on demandait aux candidats qui postulaient pour un poste d'enseignant, voilà, est-ce que vous avez, à un moment ou l'autre, eu des problèmes reliés à la qualité de l'air intérieur ou à des moisissures? Est-ce que vous avez déjà présenté des problèmes cutanés, tels que psoriasis, eczéma, dermatite, urticaire, allergie ou autres? Est-ce que vous avez déjà présenté des problèmes de santé mentale, d'ouïe, musculo-squelettique? Et on donne des exemples pour être sûr de bien tout couvrir. Rhumatisme, arthrite, tendinite, bursite ou autre. Je ne sais pas trop quel est le lien entre tous ces problèmes, mais une chose est sûre, le postulant peut difficilement trouver une maladie qui ne se trouve pas quelque part cachée à l'intérieur de l'un de ces grands groupes. Et avez-vous déjà subi un accident d'automobile ayant occasionné une blessure, sans limite de temps? Alors, vous voyez, c'est un exemple, parce qu'évidemment, tout n'est pas mis au jour, et vous comprenez bien que les candidats ne sont pas les mieux placés pour dévoiler les questionnaires qu'ils ont eu à compléter pour obtenir un emploi. Alors, on peut regarder, il y a une étude récente, intéressante, publiée en 2015 sur ce qui se passe dans la petite et moyenne entreprise privée. Alors, évidemment, on peut constater que la situation est moins pire dans la petite entreprise privée, mais elle demeure néanmoins préoccupante. Alors, selon une étude effectuée auprès de 112 petites et moyennes entreprises, donc moins de 100 employés, québécoises, 25,7 s'enquièrent de l'état de santé du candidat dans le cadre de l'entrevue et 33,9 recueillent de l'information médicale de manière indirecte. Alors, ils reconnaissent qu'ils recueillent de l'information médicale qui les aidera à prendre une décision sur la sélection finale. Alors, l'information médicale indirecte, on donnait des exemples. Ça peut être de demander au candidat, avez-vous déjà reçu des prestations d'invalidité ou pour un accident de travail ou une maladie professionnelle? Alors, voilà le genre de questions. Où vous êtes-vous déjà absenté du travail? On essaie finalement, sans poser des questions qui touchent directement certaines pathologies, d'avoir de l'information sur leur état de santé général. 12,5 exigent que les candidats remplissent un questionnaire de santé dans la petite entreprise et 10,6 imposent un examen médical. Seuls 18,2 des employeurs ont proposé un accommodement aux candidats qui avaient des limitations. C'est-à-dire que dans 80 des cas, le candidat qui avait des limitations était carrément écarté du processus de sélection. Et dans 45,5 des cas, lorsqu'un examen médical était exigé, c'était avant l'offre d'embauche. Alors, en conclusion, nous avons au Québec une protection contre la discrimination qui, je le souligne parce que je ne veux pas vous laisser sous l'impression qu'au Québec, on est des bourreaux, mais la protection est extrêmement efficace pour le maintien dans l'emploi. J'ai eu dans le cadre de forums similaires à celui-ci il y a quelques années, de faire la démonstration que l'obligation d'accommodement raisonnable chez nous était très exigeante à l'égard des employeurs et le candidat qui est en emploi a un droit au maintien du lien d'emploi sous réserve de la preuve d'une contrainte excessive. Et là, on est très exigeant vers l'employeur qui voudrait se départir, qui voudrait rompre le lien d'emploi en raison de l'état de santé.
Mais par contre, là où le bas blesse, c'est au niveau de l'intégration en emploi. En raison de cette jurisprudence, en raison de la permission qu'on accorde de poser des questions, évidemment, la protection contre la discrimination est limitée dans le cadre du processus d'embauche. La Commission des droits de la personne donne beaucoup d'informations, essaie tant bien que mal de montrer aux employeurs l'importance de respecter les droits fondamentaux. Je m'attends bien, surtout suite à ce jugement et aux décisions récentes, que des actions plus agressives soient mises en place pour que les employeurs se conforment à la Charte. Mais à l'heure actuelle, le seul constat que l'on puisse en faire, c'est qu'il demeure encore de nombreuses pratiques qui ne respectent pas les droits fondamentaux à ce stade. Ce qui me fait dire qu'on a ici un problème d'effectivité du droit. Alors, le risque serait donc moins grand pour les employeurs de violer la Charte que d'embaucher le candidat handicapé. Alors voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Anne-Marie. Alors je poursuis l'image que j'avais adoptée tout à l'heure. Vous venez de voir que Anne-Marie vient de laisser tomber dans le cube rempli hier quelques gouttes supplémentaires qui tiennent à la tension qu'on peut repérer entre une logique contractuelle et la logique des droits fondamentaux. Et on vient de voir qu'effectivement, la solution qui est donnée au Québec ne correspond vraisemblablement pas à la solution que l'on donnerait ou que l'on essaie d'imaginer en France.